Alors l'idée de la nuit du 12, c'est venu de la lecture du livre de Pauline Guéna, qui s'appelle 18.3, une année à l'APJ. Et Pauline Guéna, qui est donc une autrice et scénariste, a passé en 2016 une année en immersion à l'APJ de Versailles. Et donc elle en a tiré ce livre qui est pas un roman, qui est pas non plus une enquête journalistique, qui est plutôt un récit où elle fait part de ses observations, où elle raconte le quotidien des enquêteurs de l'APJ, voilà, leur travail au quotidien dans les différents services, parce qu'elle est passée d'un service à l'autre. Et même si c'est pas un roman, il y a quand même quelque chose de très fictionnel dans son livre, parce qu'à chaque enquête, bah, voilà, on a envie de savoir, et puis petit à petit, il y a aussi des personnages qui émergent, qu'elle fait exister. Le livre est très riche et passionnant, il fait 500 pages, et nous, en fait, on s'est concentré sur la dernière enquête qu'elle raconte dans le livre, c'est-à-dire à peu près les dernières 40 pages, et où elle parle donc d'une enquête en particulier, suite au meurtre d'une jeune femme, et comment un des enquêteurs, Johan, va devenir hanté et obsédé par cette enquête qu'il n'arrive pas à résoudre. À l'APJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. On ne sait pas pourquoi, une affaire qui fait plus mal que les autres. Elle se met à vous tourner dans la tête, jusqu'à l'obsession, ça vous dévore. Et donc il y avait deux choses qui m'ont attiré là-dedans. Enfin, d'une part, voilà l'idée de l'enquêteur hanté, enfin même si c'est pas nouveau, ça s'est déjà fait évidemment. Et aussi le fait que ça soit une enquête non résolue, ce qui s'est déjà fait aussi, enfin Memories of Murder ou Zodiac ou d'autres. Mais c'est voilà, c'est d'habitude le code du polar veut qu'on dise voilà, au début il y a un meurtre, à la fin voilà l'assassin. Et le fait de ne pas rentrer là-dedans fait que ça permet de porter le regard ailleurs et d'observer d'autres choses. Et c'est ce qui nous a intéressés avec Gilles. Et très vite, au début de l'écriture, on s'est dit, alors c'est pas n'importe quel meurtre, c'est quand même un féminicide, et ce qui n'est pas anodin. Et on s'est rendu compte que peut-être le vrai fil rouge de cette enquête, c'était aussi, enfin, comme le dit un des personnages, ce qui cloche entre les hommes et les femmes. Comment ce milieu d'enquêteurs de la PJ qui est quasi exclusivement masculin, ce que ça leur renvoie de leur propre masculinité, la violence d'autres hommes commis, là, dans ce cas-là, envers les femmes. Même si t'es fou de jalousie, tu te dis pas, tiens, je vais lui mettre le feu. Parce que étrangler, mettre un coup de couteau, toi, tu peux te le dire, toi? Non, mais tu peux comprendre ce qui se passe dans la tête du mec, tu vois. Tu te dis, il a un coup de sang, il pète un câble. Mais ici, là, je vois pas, il s'est dit quoi, le mec? Déjà, La Nuit du 12, c'est celui de mes films où il y a le plus de personnages. Et c'est pas anodin par rapport à cette idée de porte ouverte, de plus de portes ouvertes que peut-être dans mes autres films, parce qu'il y a certains des personnages, les suspects par exemple, qu'on va voir que pendant une scène, et puis après, voilà, on les voit plus, donc forcément, ils restent, et puis on peut se raconter plein de choses sur eux, on peut se raconter plein de choses sur les enquêteurs, enfin, il y a évidemment Bastien Bouillon et Bouli Lanners qui sont les deux personnages principaux, mais les autres sont là aussi, chacun avec leur personnalité, et je pense que du coup, dans ce film-là, il y a peut-être effectivement plus de place pour du off, enfin, pour des choses que le spectateur peut se raconter ou peut projeter, y compris sur le personnage de Johan, qui est joué par Bastien Bouillon, sur lequel on sait rien, enfin pas grand-chose, enfin, sauf ce qu'il fait ou ce qu'il ressent dans le film, mais ça permet aussi de projeter beaucoup de choses sur lui. Troisième hypothèse, c'est moi qui t'énerve. C'est pas toi, mais si tu continues, ça peut venir. Ok, t'es énervé. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Rien. Alors on sent à la lecture du livre de Pauline Guéna, qui a vraiment une vision de l'intérieur, que la notion de groupe au sein de l'APJ est très, très importante. Pour beaucoup d'entre eux, c'est une seconde et parfois même une première famille. Enfin d'ailleurs, il y a souvent leur vraie famille qui explose vu leur cadence de travail infernale, les week-ends qui sautent, enfin, etc., etc. Et donc la cohésion de groupe est très, très importante. Et j'ai ressenti ça aussi. Moi, j'ai fait une mini-immersion d'une semaine à l'APJ de Grenoble. Et j'ai ressenti ça aussi, et même le vendredi, après le travail, on fait un barbecue ensemble. Enfin, c'est très important pour eux, parce qu'ils sont quand même confrontés à plein de choses sordides
dans leur métier. Et voilà, donc cette cohésion est importante et c'est quelque chose que je voulais recréer. Et donc on a passé beaucoup de temps avec les directrices de casting à constituer ce groupe. Et plus, je dirais, dans un esprit rugby que foot, c'est-à-dire il ne s'agissait pas de rassembler une somme d'individualités géniales, mais qui jouaient chacun pour soi, mais un groupe qui jouait ensemble et qui était à l'écoute les uns des autres et chacun avec sa personnalité, ce qu'il apportait. Le sang appartient à Vincent Caron, 31 ans, fiché. Il y a 3 ans, il a envoyé à l'hôpital sa compagne de l'époque avec qui il a un petit garçon. Voilà, le processus du casting est pour moi, enfin, notamment là, très important. Et je pense aussi que même par rapport à la direction d'acteurs, le casting, c'est 80% du boulot, si on ne se plante pas, pour trouver les comédiens qui doivent incarner le mieux possible les personnages. Et puis après, c'est pour arriver à ce que les personnages existent, au-delà de ça, c'est aussi d'établir un rapport de travail dans la confiance et dans le dialogue et où il y a une vraie émulation d'énergie. Et puis bien sûr aussi l'écriture qui est importante aussi. Et là, parce que tout à l'heure je disais qu'on s'était concentré sur une enquête dans le livre de Pauline Guénard, mais on s'est nourri de tout le reste du livre et on a pioché plein de choses, plein de détails, y compris sur les personnages. Par exemple, le personnage de Marceau qu'interprète Bouli Lanners, qui ne voulait pas être flic à l'origine, qui voulait être prof de français, qui n'a pas pu le faire parce qu'il ne pouvait pas se permettre de faire des études, donc il fallait qu'il trouve un métier où il gagne direct tout de suite sa vie, donc c'était flic, et du coup il lui reste cette obsession de la langue française. De toute façon, c'est quoi qu'il a dit? Qu'elle était facile? Non, qu'elle n'était pas compliquée. C'est pareil. Ah bah non, en français, une fille facile, c'est pas la même chose qu'une fille pas compliquée. Ah ouais? En français, tu m'emmerdes, ça prend 2 ans, non? Et après aussi, moi, pendant mon immersion à Grenoble, j'ai pioché des petits détails qu'on peut pas inventer quand on n'est pas dedans. Tout ça fait que les personnages existent. Et aussi, un des défis, c'était par rapport aux suspects, parce que souvent, les suspects, ils n'ont qu'une scène, et il fallait qu'ils existent tout de suite. Et donc là aussi, c'est une combinaison entre l'écriture de la scène et l'incarnation, donc le bon choix au casting. Vous êtes de la PJ? C'est vous qui enquêtez pour la mort de Clara? Avec Bastien, on a défini le personnage avec des mots-clés, mais très peu en fait. On a dit déjà, voilà, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de concentré, et c'est quelqu'un qui essaye de se contenir, parce que comparativement, le personnage de Bouli Lanners laisse libre cours à ses émotions, est beaucoup plus explosif, mais on s'est dit le personnage de Johan potentiellement pourrait également exploser et imploser, et comme il sent ça, et qu'il veut pas le faire, il se donne des garde-fous, où il essaye de se contenir. Alors ça peut être par la pratique du vélodrome, du vélo sur piste, où il essaye d'évacuer la tension accumulée, et puis c'est aussi par le respect strict de la procédure, et donc ça se répercute aussi sur son jeu et sur sa diction et sa façon de dire les choses, de façon assez précise, et notamment des scènes comme face à la juge d'instruction, face à Anouk Grimbert, où tout à coup il a beaucoup de dialogue alors qu'avant il est plutôt taiseux. C'est la première fois qu'il se confie ou qu'il fait part de ce qui le travaille ou ce qui le trouble ou ce qui l'anime. Ça me rend malade de le dire, mais c'est comme ça, c'est fini. Clara avait 21 ans. Elle a été brûlée vive. Vous pouvez pas dire c'est comme ça, c'est fini. Ça crée un décalage que je trouve vraiment très intéressant pour le personnage. Alors, ce qui est très beau chez Bastien, c'est que ça passe par le regard beaucoup, et par des frémissements aussi sur son visage. Et on sent que l'émotion est là, mais qu'il essaye de la contenir, et je pense que c'est ce qui fait l'intérêt du personnage. Qui pourrait s'en occuper? La tech de la PJ, mais c'est tout un bazar et on n'a pas beaucoup de temps. Demandez-leur d'étudier la question. Je pensais à une fausse pierre tombale pour cacher la caméra de dos.
Vous êtes sérieuse? Le casting, c'est toujours quelque chose d'un peu intuitif. On se dit, tiens, bah, lui et lui, ça peut fonctionner ensemble, mais on n'a aucune garantie. Après, on avait fait des essais avec tout le monde, avec Bastien, avec Anouk. On sentait que leurs deux singularités pouvaient donner quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai que ces deux personnages, très vite, même si c'est un peu tendu quand même, enfin leur scène, enfin, la première scène au début, enfin ils ne se font pas non plus de cadeaux, on sent qu'ils s'observent, qu'il y a de la tension, mais on sent très vite aussi qu'il y a une communauté d'esprit, enfin qui sont quand même sur la même longueur d'onde en ce qui concerne voilà, une certaine conception du travail, de l'enquête, de prendre son métier au sérieux, se retrouve là-dessus. Et c'est vrai qu'Anouk Grimbert, elle a une fantaisie dans son jeu et une singularité dans sa voix qui fait qu'elle aussi, tout de suite, elle fait exister le personnage d'emblée. Ce qui était intéressant, c'était la combinaison entre quelque chose de très documenté sur le travail des flics et aussi quelque chose de quand même très romanesque par le parcours du personnage de Johan et comment les choses l'atteignent et vont le faire évoluer parce qu'il y a une vraie évolution et presque à la fin une sorte de libération presque. Et dans la mise en scène, moi j'aime bien, enfin j'ai toujours aimé quelque chose d'assez contrôlé, d'assez précis, parce que ce qui m'intéresse souvent c'est ce qui se passe, enfin les tempêtes intérieures, ce qui se passe dans le crâne des personnages, ou ce qu'il y a à la surface et ce qu'il y a sous la surface. Et j'ai l'impression, enfin, en tout cas pour moi, pour faire exister ça et pour comprendre ces tempêtes intérieures, finalement, plus on est précis, contrôlé et posé dans la mise en scène, plus on a loisir d'observer cela. Alors que si la mise en scène est agitée aussi, ou que la caméra est tout le temps en mouvement, après il y a plein de films de ce style-là que j'aime beaucoup, hein, c'est pas pour critiquer, mais pour moi, voilà, ça fonctionne mieux quand on est dans quelque chose de contrôlé pour faire exister ce qui ne se contrôle pas, justement. Monsieur et Madame Vauvel déclarent n'avoir rien vu ni entendu. Fred, tu peux faire ça en silence? Avec Gilles Marchand, on se connaît depuis longtemps. On s'est connus sur les bancs de l'IDEC, donc de l'école de cinéma, c'était en 84, donc ça date vraiment. Et c'était le début d'une longue collaboration qui dure toujours. On a coécrit, pas tous, mais beaucoup de mes films, et aussi on a coécrit les films qu'il a réalisés lui. Et c'est vrai que il y a quelque chose visiblement qui fonctionne parce qu'on a des univers proches. Voilà, après on peut avoir aussi des choses qui diffèrent, mais il y a beaucoup de choses qu'on a en commun. Et dans le travail, du fait qu'on se connaît depuis longtemps et qu'il n'y a pas de problème d'ego, de savoir qui a écrit ça ou qui doit tirer la couverture à lui, mais que c'est vraiment dans l'idée du travail et de servir le projet. Oui, il y a une liberté d'expression, de proposition, de trucs qu'on rejette, de trucs qu'on garde, de choses qu'on poursuit, où on tire un fil. Et puis, il y a aussi une complémentarité. Je trouve que Gilles est très fort sur les dialogues. Par exemple, dans La Nuit du 12, tous les dialogues entre Johan et les personnages féminins, c'est quand même essentiellement Gilles. Après, moi, je peux avoir plus de facilité sur des choses structurelles, de narration, mais l'un n'exclut pas l'autre. En tout cas, c'est un dialogue permanent et on se nourrit
l'un l'autre, et donc c'est évidemment très, très, très précieux. Chaque année, la police judiciaire ouvre plus de 800 enquêtes pour homicide. Près de 20% d'entre elles restent irrésolues. Ce film raconte l'une de ces enquêtes. Dès le début de l'écriture, avec Gilles, on s'est dit, c'est pas parce que l'enquête ne sera pas résolue qu'il faut que le film soit un constat d'échec, d'amertume ou glauque. Parce que, je trouve que voilà, le monde est déjà assez dur comme ça. Et si c'est juste pour dire le monde est pourri, de toute manière, ça sert à rien de faire quoi que ce soit, on va tous mourir. Je trouve ça un peu facile presque aussi. Et voilà, de nature, j'essaye, même s'il y a une lucidité pessimiste sur l'état du monde, il y a toujours quand même aussi il reste de l'optimisme sur le fait que peut-être il y a des solutions à trouver. Et donc dans la trajectoire du personnage de Johan, tel qu'on l'a dessiné, on ne voulait pas justement qu'il s'enfonce dans un truc complaisant, glauque, mais au contraire qu'il apprenne à se questionner, à questionner certains réflexes de son métier ou de système de pensée, enfin notamment par rapport aux femmes. La scène centrale avec Nani, l'amie de la victime, se passe dans un lieu assez particulier, un restaurant d'entreprise qui crée, parce qu'il est vide, ils sont tous les deux avec la perspective des tables derrière chacun, la vue vers l'extérieur, les trains de marchandises, les camions qui passent. Ça crée un espace mental presque qui est propice à ce qui se dit, et c'est d'autant plus que c'est la première fois où on sent qu'il y a une parole qui va déclencher quelque chose dans le cerveau du personnage de Johan. Vous voulez savoir pourquoi elle s'est fait tuer? Moi je sais, je vais vous dire. Elle s'est fait tuer parce que c'était une fille. Voilà, c'est tout. C'était une fille. Et on a aussi ce même côté mental quand Johan est en planque dans ce qu'on appelle la cuve, donc le véhicule d'observation avec la jeune policière Nadia, et que là aussi elle va questionner certaines choses. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre? Et là aussi on est dans un espace assez mental parce qu'il fait nuit. L'éclairage vient que de l'extérieur par des sodiums, donc leurs visages sont éclairés comme ça dans un clair-obscur et tout autour c'est noir. Alors c'est très différent parce que la scène dans le restaurant en entreprise est en plein jour, mais chacune de ces femmes va lui apporter quelque chose qui va l'aider à progresser en fait, ou en tout cas à se poser des questions. Et je pense que pour changer les choses, c'est important déjà de commencer par se poser des questions et questionner certaines choses. Et donc lui, il fait ça, et il sent que qu'il y a quelque chose de libérateur là-dedans, et c'est ce qui lui permet aussi, comme le lui suggère Marceau, de s'échapper du vélodrome et des tours de hamster et de trouver certains envols en escaladant en vélo un col de montagne. Et c'est quelque chose aussi qu'on a essayé de travailler avec la musique, avec le compositeur Olivier Marguerite. La musique devait avoir quelque chose d'assez lumineux aussi. Et du coup, la musique qui est introduite et qui clôt le film effectivement cette couleur-là. Voilà, il y a certaines personnes, certains journalistes qui ont qualifié le film de féministe. Pour moi, c'est plus un film qui questionne la masculinité et qui est à l'écoute du féminisme ou d'un discours féministe. Je pense que c'est important de l'être. Mais voilà, pour moi, le féminisme, c'est un combat des femmes qu'on peut accompagner ou écouter. Mais si les hommes commencent à dire moi aussi je suis féministe, c'est encore essayer de déposséder les femmes de quelque chose. Donc ça induit aussi l'idée d'un manifeste ou d'un message militant, etc. Et le film n'est pas ça. Le film questionne certaines choses, mais le film va aussi vers l'idée d'une réconciliation possible entre les
les hommes et les femmes, même s'il dit clairement qu'il y a quelque chose qui cloche. On sent quand même aussi que le personnage de Johan évolue parce qu'il arrive à parler aux femmes et à recevoir ce qu'elles lui disent. Alors en ce qui concerne la séquence du meurtre, qui est relativement au début du film, je me souviens qu'il y a eu des discussions, enfin notamment avec la productrice, les productrices, pardon, qui se posaient la question sur est-ce qu'il faut le montrer. Elles avaient peur que ça puisse être complaisant ou un côté faussement spectaculaire ou un peu putassier, elles avaient un peu peur de ça. Et avec Gilles Marchand, on était persuadé que c'était important de le montrer pour que ça soit ancré dans la tête du spectateur, qui ait un effet aussi de sidération, qu'il ne fallait pas cacher ça. Mais bien sûr, en tant que réalisateur, je me pose aussi une question presque morale de comment montrer ça. Du coup, j'ai pas mal réfléchi en amont sur comment découper cette scène, comment filmer cette scène, et on s'est dirigé vers une certaine stylisation ou abstraction, ou en tout cas un traitement non spectaculaire qui passe à la fois par des très gros plans des yeux de Clara, un très gros plan sur le briquet, et après un plan large et fixe où elle traverse le champ en flammes. Il y a quelque chose de très factuel. Et aussi en faisant le choix de ne pas avoir de son direct, de ne pas jouer sur ses cris, de faire disparaître tout son direct et d'avoir que la musique qui prend le relais, et en plus une musique qui aussi n'en rajoute pas dans la dramatisation, c'est que des voix a cappella, pour qu'il y ait à la fois un effet de saisissant et un effet de sidération aussi, parce que ça se passe très, très vite, mais une certaine pudeur ou retenue dans le traitement. Ma Nani, je t'aime, t'es la meilleure copine du monde. Un des défis du film, dont on était conscient avec Gilles, c'était que le personnage de la victime, Clara, qu'on voit très peu, on la voit une minute au début, que sa présence plane sur tout le film, puisque c'est aussi elle qui hante le personnage de Johan. Donc après, elle existe aussi par des photos ou une petite vidéo qu'elle a envoyée à sa copine. Donc il y avait d'une part, c'était important dans le casting de cette jeune femme de trouver un visage assez solaire. Et très tôt aussi en amont déjà du tournage, on réfléchissait à l'affiche. Souvent ça vient après et puis on se rend compte qu'on n'a pas assez de matériel et que c'est la merde. Et donc là je m'étais dit il faut qu'on fasse une réunion avec les gens du marketing et qu'on réfléchisse à l'affiche. Et très vite on s'est dit en fait ça serait bien de mettre la victime, Clara, sur l'affiche. Dans cette même idée de la faire exister, de lui donner de l'importance et de ne pas l'oublier, parce que c'est quand même, une jeune femme qui se fait tuer, qui disparaît, avec les parents qui ont de la peine. Et donc pendant le tournage, on a fait des séances photos spéciales avec Lula pour avoir ce moment où elle se retourne, et on s'est rendu compte que ça crée quelque chose d'assez fort, et donc je suis assez content de ce principe, qu'on mette ce personnage qui est un personnage à la fois très secondaire et très principal en avant sur l'affiche.